Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mercredi 3 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Malgré un barrage érigé ce matin à Routa et une réunion en sous-préfecture, le bras de fer continue entre le collectif de défense mobile et le président de la CANBT. La ville du Lamentin accueille la seule maison de santé pluriprofessionnelle de la Guadeloupe, une solution pour faire face au manque de médecins dans certains secteurs. Lancement cet après-midi au Memorial Act d'un nouveau concept pour les enfants, les goûters Nanni Nanan. Le journal, Aurélie Ronze. Le collectif de défense mobile est donc passé à l'action. Tôt ce matin, les automobilistes ont découvert un barrage au carrefour de la section Routa, ce qui a engendré quelques difficultés de circulation. Le collectif, on le rappelle, proteste contre les hausses d'impôts dans la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Une réunion avait lieu cet après-midi. Retour sur cette journée avec Éric Pommier. 2 heures de discussion cet après-midi en sous-préfecture de Pointe-à-Pitre entre le collectif de défense mobile, la préfecture et le président de la CANBT. Au cœur de cette rencontre, le problème de la hausse des impôts au Lamentin. 2 heures de discussion, au bout desquelles le verdict est tombé. Alain Lascari, membre du LCDM, affiche sa colère. Ces mots, dommage, pas eu d'avancée, mais je cite, en aucun cas les 82 000 habitants que compte la commune du Lamentin ne doivent payer les pots cassés. Fin de citation. Nous avons discuté que pour l'avenir. Mais lorsqu'on a discuté pour savoir effectivement qui était responsable des mauvaises gestions qui a permis aujourd'hui qu'on demande un peu plus à la population, et bien là jusqu'à aujourd'hui, eh bien on s'est même un petit peu énervé, mais on est sorti sans rien. Par contre, nous on dit que le combat continue. Jocelyn Sapoti, de son côté, évoque une CANBT déjà fragilisée sous l'ancienne mandature. Conséquence, un déficit de 8 millions d'euros. Épinglé par la Chambre régionale des comptes, le président de la communauté entend combler le déficit et ramener les comptes à 3,7 millions. Ses champs d'action, jouer sur la diminution des dépenses et surtout augmenter les impôts. Après, moi, je n'ai plus la main. C'est la loi. Et monsieur Kiaba, monsieur Lascari, ils ont tous voté les mêmes délibérations que moi en conseil communautaire. Et ils sont parfaitement au courant de la procédure puisqu'ils sont des élus. Donc maintenant, après, chacun sa méthode. Moi, ma méthode, c'est de dire qu'il faut travailler maintenant pour pouvoir retrouver dans les années qui viennent, voire le plus rapidement possible, un niveau d'imposition acceptable. Lorsqu'on est président de la CNBT, on prend le passif et l'actif de ce qu'on a retrouvé. Et on fait en sorte pour pouvoir améliorer la situation des gens et le cadre de vie de la population qui vous a installé là. Et c'est ce que nous combattons. Et malheureusement, on n'a pas trouvé quand même écho à ce que nous disons. Alors je répète encore une fois, aujourd'hui, on est là pour pouvoir représenter cette population. On a une population très pauvre, de Pointe-Noire, de Déhais, Goyave, des gens qui ne travaillent pas, la famille monoparentale, des gens qui souffrent, qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de capacité d'endettement. Lorsque vous allez le pénaliser pour des erreurs de gestion et des erreurs de la CNBT, je dis non. Ce matin, le collectif avait déjà manifesté son mécontentement dès 4 heures du matin en bloquant l'axe principal dans les 200 sections Routa. Une situation à laquelle pourraient bien être confrontés les automobilistes dans les jours à venir, car le collectif est resté ferme sur sa décision. Objectif, protéger coûte que coûte sa population. L'actualité en Guadeloupe avec également ces 2 homicides qui ont eu lieu en moins de 24 heures. Hier soir à Trois-Rivières, un homme de 38 ans a été abattu avec un fusil de chasse. Un homme s'est rendu aujourd'hui aux autorités. Et puis aujourd'hui, en fin de matinée à Saint-Claude, un homme d'une 50aine d'années a été poignardé en pleine rue. Une rixe serait à l'origine de ce nouveau meurtre. Politique, c'est vendredi que l'Assemblée nationale entame l'examen de la réforme de la Constitution, une réforme voulue par le président de la République après les attentats de novembre dernier à Paris. Le point fort de ce projet de loi concerne justement la déchéance de la nationalité française pour les auteurs d'actes terroristes. Dans l'Hexagone, à droite comme la gauche, la classe politique est embarrassée, mais qu'en est-il en Guadeloupe? Élément de réponse avec ce reportage de Jacques Damprobe. Olivier Pluhen est maître de conférences en droit public. Il a beaucoup travaillé sur la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes et délits terroristes, mesure phare du projet de loi présenté par le gouvernement pour réformer la Constitution. Une disposition qui soulève des questions liées aux droits et libertés.
À la fois juridiquement, mais surtout symboliquement, cela donne au moins l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés. En effet, je ne sais pas si vous avez vu cela, le gouvernement a déposé un amendement qui vise à modifier l'article 2 du projet de loi constitutionnel. Celui-ci ne vise plus les binationaux, mais vise tous les Français. Or, en prévoyant cela, ça veut dire que des Français, qu'ils aient ou non une autre nationalité, pourront devenir apatrides. Or, l'apatridie est réglementée par les textes internationaux, notamment une convention de 1961 qu'a signée la France. Elle ne l'a pas ratifiée. En Guadeloupe, la classe politique ne semble pas véritablement s'intéresser à la confusion qui règne dans l'Hexagone, à droite comme à gauche, sous ce texte symbolique. Pourtant, les parlementaires notamment devront jouer leur rôle. Mais quand les élus s'expriment, les avis sont partagés. Donc maintenant, il n'y a pas de discrimination. Que vous soyez binational ou simple national français, que vous ayez acquis ou que vous soyez né français, droit du sol, bien vous serez traité également. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, mais c'est normal que quand on massacre des innocents, qu'on s'en vante, qu'on s'en réclame ouvertement, ostensiblement, ou qu'on s'apprête à le faire de façon organisée, systématique, fanatique, ben il est normal que, en plus s'écartant à ce point des valeurs de la République, on soit exclu, déchu de cette nationalité française, qui doivent se mériter. Il se pose la question de son efficacité. Est-ce qu'un terroriste, est-ce que quelqu'un qui est sur le point de commettre un carnage va penser à la nationalité, d'autant plus qu'il est lui-même prêt à mourir? Donc moi je soupçonne cette mesure d'emprunter trop à l'extrême droite, d'être un clin d'œil aux électeurs de l'extrême droite et d'être une négation des valeurs empruntées à la philosophie des Lumières qui fondent la République française. Le débat ne fait pas non plus écho dans la société guadeloupéenne. Il appartient toutefois aux élus de le porter sur la place publique. Ouvrons notre page santé à présent avec tout d'abord l'épidémie de Zika. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a indiqué qu'elle se rendrait aux Antilles et en Guyane d'ici la fin février. La Martinique et la Guyane qui sont en phase épidémique de Zika. En Guadeloupe, pour l'instant, 10 cas autochtones ont été confirmés. Marisol Touraine qui a également confirmé ce matin des cas de transmission sexuelle du virus Zika. Santé toujours. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe réunissait un comité de pilotage pour présenter le pacte Santé 2. L'objectif, que chaque Français trouve facilement un médecin près de chez lui. Parmi les engagements de ce pacte, la création de nouvelles maisons de santé. En Guadeloupe, il en existe une seule pour l'instant. Elle se trouve au Lamentin. Présentation avec Muriel Barlagne. Le docteur Wale Kangambega avait déjà une expérience en milieu hospitalier. Pour s'installer en ville en libéral, elle préférait retrouver une situation où plusieurs professionnels pourraient travailler de manière coordonnée. Ainsi est né le projet de maison de santé Nord-Basse-Terre. Il a fallu 2 ans pour constituer une équipe pluridisciplinaire et penser un projet de santé à soumettre à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Cette dernière aide pour le financement, à condition de respecter un cahier des charges. Il fallait par exemple implanter cette structure dans une zone dite fragile. Le Lamentin fait partie de ces régions où la densité de médecins est insuffisante par rapport à la population. En mai 2015, l'établissement a pu ouvrir ses portes. La majorité de nos patients sont des patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent de fait de la pluriprofessionnalité. C'est aussi important parce que finalement, ces mêmes patients vont nécessiter des prises en charge particulières comme l'éducation thérapeutique qui devrait être beaucoup plus facile, qui devrait exister en ville et qui n'est pas toujours évidente à mettre en place du fait de notre statut libéral. La maison de santé pluriprofessionnelle, en dehors d'offrir des soins primaires de premier recours, nous offre un espace où justement on peut développer des actes de prévention et d'éducation thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est un peu l'idée de départ. L'éducation thérapeutique, c'est une méthode d'éducation pour les patients atteints de maladies chroniques qui nous permet de nous centrer sur le patient, de partir de lui
et donc de l'amener à adopter des comportements dans son quotidien qui lui permettent d'améliorer son état de santé on va dire, tout en par rapport à sa maladie. La maison de santé Nord-Basse-Terre réunit 3 médecins généralistes, un pédiatre, 2 infirmiers, un pédicure-podologue et une sage-femme. Mais d'autres professionnels y viennent moins souvent, une psychologue, un médecin du sport et une psychomotricienne. Outre l'aspect économique, le fait de s'être installé ainsi à plusieurs permet de travailler en coordination autour d'un patient. Ces professionnels peuvent aussi s'accorder des temps d'échange autour des cas complexes. Et puis il y a le partage des temps de travail et la possibilité de mettre en place des gardes. On n'est pas isolé en tant que professionnel par rapport à un patient, par rapport à sa maladie. Et ça permet de mettre en commun toute notre expérience. Donc si j'ai un problème avec un patient, savoir que je peux avoir un avis médical, puisqu'on est quand même une profession où on a droit à certaines prescriptions, mais les autres sont très limitées. Et dans une société où on a énormément de diabétiques, ça permet aussi que dès que je suis face à une complication, pouvoir mettre en place un protocole par rapport aux médecins et aux infirmiers. Pour l'instant, cette maison de santé est la seule en Guadeloupe. L'ouverture de ce type d'établissement fait partie des priorités du gouvernement. Selon les estimations, il y aurait 800 structures de ce type en France en 2015, chiffre qui devrait passer à 1000 en 2017. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. La capitale cubaine accueillera bientôt plusieurs zones Wi-Fi. Aux îles Caïmans, le yacht de Microsoft est accusé d'avoir endommagé des coraux. Mais tout de suite, nous prenons la direction de la Barbade. Voici la Minute Caraïbe. Le ministre du Tourisme de Barbade, Richard Seeley, a qualifié de sauvage la position adoptée par le syndicat national des travailleurs du secteur public. Ce dernier a manifesté pendant plus de 3 heures à l'aéroport international Gwentley Adams en pleine saison touristique. Le syndicat a menacé d'employer d'autres mesures si les employés ne perçoivent pas une augmentation de 3,5% de leur rémunération, ce que le ministre du Tourisme refuse. 2 jours auparavant, le ministre du Tourisme avait présenté à la presse les excellents chiffres du tourisme de Barbade qui ont augmenté de près de 14% en une seule année. Un véritable boom touristique que le ministre souhaite mettre au profit de la relance économique du pays, mais pas dans les salaires. Il a rappelé que les salariés de l'aéroport avaient déjà perçu une augmentation de 10% entre 2008 et 2010 et une augmentation de 14% sur ces 3 dernières années. Le syndicat, pour sa part, continue son mouvement, mettant en avant les bénéfices réalisés par l'aéroport depuis ces 5 dernières années, qui permettraient, selon lui, de mieux rétribuer les travailleurs. Un des plus grands yachts du monde, le Tatoosh, appartenant à Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, est accusé d'avoir endommagé plus de 1300 mètres carrés de coraux dans les îles Caïmans, causant des dommages importants à la barrière de corail protégée. Ce serait la chaîne de l'ancre du méga-yacht de 300 pieds qui aurait détruit plus de 80% du corail sur un quart d'acre protégé. L'ampleur des dégâts est estimée à $600 000, une bagatelle par rapport à la fortune d'Allen évaluée à plus de 19 milliards de dollars par le magazine Forbes. Le milliardaire n'était pas à bord du super yacht lors de l'accident, mais informe que son équipage aurait suivi à la lettre les instructions de l'autorité portuaire des îles Caïmans pour jeter son ancre. Mais les vents soutenus et changeants auraient détourné le yacht de son point d'ancrage. Allen est très coopératif avec les autorités portuaires et apporte son soutien au déroulement de l'enquête. Ironie du sort, depuis qu'Allen a quitté l'entreprise Microsoft, il est devenu un ardent défenseur de la protection des océans et un fervent militant écologiste. La Havane aura 30 nouvelles zones Wi-Fi en 2016. L'objectif pour cette année est d'avoir 3 parcs avec une connexion Wi-Fi proposée par la municipalité et d'atteindre d'autres zones publiques très fréquentées et à court terme d'équiper les cafés, bars et restaurants qui en feront la demande. Une autre grande innovation pour Cuba cette année sera de mener à terme un projet pilote dans la vieille Havane pour connecter par fibre optique les habitations de ce site mythique. C'est à la société chinoise Huawei que ce marché a été confié. Aujourd'hui, la connexion à Internet ne se fait que par carte prépayée qui coûte $2. Une somme énorme quand le salaire officiel reste de l'ordre de $20 par mois. Seule une infime minorité de Cubains peut naviguer sur le web. Selon l'Organisation internationale des télécommunications, moins de 4% des Cubains sont reliés à Internet.
Retour en Guadeloupe, il devrait ouvrir ses portes dans un peu moins de 2 ans. Sous l'égide de Cap Excellence, le chantier du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre avance. On rappelle que ce lieu culturel est fermé depuis 2009 pour des travaux de mise aux normes et de modernisation. Coût total de l'opération, 34 millions d'euros. Cet établissement public, culturel et urbain a pour but également de changer le visage de Pointe-à-Pitre et de son agglomération. Jacques Damprobe a justement demandé au maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, à quoi ressemblera ce futur centre des arts. Il ne va pas faire oublier l'ancien centre des arts, puisque les 3/4 de la structure ancienne ont été conservés, en tout cas dans leur enveloppe. Et ceux qui ont connu l'ancien centre des arts retrouveront la nouvelle salle identique dans son volume, mais avec un équipement à la fois technique et en confort et en sécurité qui auront été bien sûr très largement améliorés. Et puis ce qui changera le plus, c'est l'accueil, la salle d'accueil, la partie où on rentre dans le centre des arts et on s'oriente vers l'une des fonctions de ce centre des arts, à savoir soit la grande salle, soit la deuxième salle plurifonctionnelle qui permettra des activités culturelles multiples, soit les espaces de formation, soit la bibliothèque, soit l'espace d'exposition, soit le restaurant qui accompagnera. Et la date de mise en service de ce nouveau centre des arts est prévue pour janvier 2018. Culture toujours avec ce nouveau concept lancé cet après-midi au Memorial Act et les goûters Nonni Nannan. Une formule réservée aux enfants de 6 à 12 ans qui peuvent visiter l'exposition permanente du Memorial Act. Le goûter permet de découvrir ou bien de redécouvrir les confiseries ou bien des pâtisseries traditionnelles. Un nouveau concept que nous présente Muriel Barlagne. C'est le premier goûter Nonni Nannan organisé par le Memorial Act. Un moment d'éveil culturel privilégié pensé pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. L'idée, proposer des activités périscolaires de qualité et accessibles. Coût de la séance, 20 €. Le goûter Nonni Nannan, c'est une visite guidée de l'expo, une activité pédagogique et un goûter. Quel goûter ? Le goûter est censé promouvoir tous les produits d'ici, transformés aussi localement. Donc l'intérêt était pour nous de trouver aussi des alternatives à la malbouffe entre guillemets. C'est vrai que les enfants pour le goûter ont tendance à manger des chips, boire des boissons gazeuses très sucrées. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va aussi leur proposer des chips, mais des chips de manioc. L'après-midi a commencé par un atelier pédagogique consacré à la découverte des instruments africains. Il devait se terminer par la visite guidée de l'exposition permanente, une visite adaptée au jeune public. Un événement surprise est venu s'intégrer au programme, Roberto Magique, le spectacle interactif du clown Roberto. Alors Roberto Magique, oui, c'est un spectacle comique déjà, léger. On est en période de carnaval. On a une île dédiée aux mascarades et au carnaval. Et c'est vrai que pour nous, ça permettait de faire le lien entre la légèreté finalement du carnaval, son côté, comment dirais-je, travesti, déguisement, voilà. L'univers du clown, finalement, entrait très très bien en tant qu'expression contemporaine dans cette programmation jeunesse. Cet après-midi, je suis allée voir un clown, j'ai joué de la musique et les instruments de musique qu'on a là. Et voilà. Ça te plaît ? Oui. On a appris des instruments de musique, on a appris comment jouer des instruments de musique. Et on a appris un peu aussi la magie. Les goûters Nonni Nannan du Memorial Act, une pause gourmande proposée entre 14 et 18 h tous les mercredis pour renouer avec l'histoire et le patrimoine.
Et puis bien sûr, bonnes vacances de carnaval à tous les enfants qui nous regardent. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain en Guadeloupe. Comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, c'est plutôt un temps humide qui vous attend demain avec des averses pour l'ensemble de la Guadeloupe, des averses entrecoupées tout de même de quelques éclaircies. Les températures dans la matinée afficheront entre 23 et 25 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, E égale M6 et le grand show des marionnettes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.